remercie la Société d'histoire de Guadeloupe, le conseil départemental, le directeur des archives départementales pour leur invitation à vous présenter ma thèse. Je remercie aussi le public d'être venu aussi nombreux si loin. Voilà. Je vais vous présenter ma thèse d'histoire que j'ai soutenue le 2 décembre 2022 à l'École normale supérieure à Paris. Alors j'ai mis une illustration qui va rappeler quelques souvenirs à certains dans la salle. Il s'agit d'une photographie d'une carte ancienne du bateau SS Columbie, parce que cette thèse c'est aussi une histoire de voyage des étudiants antillais vers l'Hexagone pour faire leurs études supérieures, et voyage également des appelés antillais qui vont combattre sur le terrain en Algérie. Alors, cette thèse s'intitule « Une génération d'Algérie aux Antilles, une socio-histoire de la jeunesse antillaise de la guerre d'Algérie à 1972 ». Elle a été préparée dans l'école doctorale des hautes études en sciences sociales, en co-accréditation avec l'ENS. Alors, j'ai un jury, cette thèse a été examinée par un jury de 7 professeurs que je vais présenter. Donc, il s'agit d'abord de Fred Constant, qui est professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles, ancien recteur et ancien ambassadeur de Guinée en 2019. Il y a également Romuald Foncoua, professeur de littérature à Sorbonne Université et également directeur du comité scientifique pour la Fondation de la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Frédéric Matonti, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, agrégé de philosophie et de sciences politiques. Il y avait également Papen Ndiaye, qui est actuellement ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais anciennement professeur d'histoire à Sciences Po Paris. Serge Pogam, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Et pour terminer, mes 2 co-directeurs, Frédéric Turpin, qui est professeur d'histoire et titulaire de la chaire Senghor à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, et Florence Weber, professeure d'anthropologie sociale et de sociologie à l'École normale supérieure. Alors, comme vous le constatez, c'est bien une thèse d'histoire, par contre, mon puri est vraiment pluridisciplinaire. Alors, pourquoi ? Tout d'abord parce que cette thèse, je l'ai réalisée en 2 temps. Un premier temps où je suis vraiment restée ancrée dans l'histoire en essayant de faire une description tout à fait historique de la réalité antillaise, mais je restais insatisfaite et la réalité me paraissait opaque, bien complexe. Et il a fallu que j'aie recours à un corpus assez important de lecture en philosophie, en sociologie, en littérature et en sciences politiques pour pouvoir proposer des clés de lecture de cette réalité sociale. Alors, cette thèse a été obtenue avec les félicitations du jury à l'unanimité, mais ce résultat, je ne l'ai pas obtenu seul. C'est le fruit d'un travail de longue haleine, 6 années, jalonné d'embûches, et qui n'aurait pas atteint son terme sans l'aide d'amis, de parents et sans le soutien indéfectible de mon conjoint Sandro Sitchard. Je dois aussi remercier tous les témoins, ces anonymes ou moins anonymes, qui ont bien voulu me confier des récits de vie parfois très intimes, parce que mon objectif, c'était vraiment d'arriver à décrire une réalité historique en donnant le micro aux sans-voix, à ceux qui sont illettrés, analphabètes à l'époque et qui n'avaient jamais pu écrire pour faire entendre leur voix alors qu'ils ont tant à nous apprendre. Alors, comment ai-je trouvé ce sujet ? Alors, ce sujet, au départ, le premier fil est venu de la préparation d'un cours d'histoire pour une classe de terminale, un cours sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Et en fait, pour pouvoir attacher ce cours à la réalité locale, j'ai voulu inviter dans la classe des anciens combattants de la guerre d'Algérie. Et puis, confronté à leur réticence, au silence, je me suis dit, eh bien, il y a peut-être un sujet là-dessus. Alors, ce n'est pas ce silence autour de la guerre d'Algérie, ce n'est pas quelque chose qui est caractéristique des appelés antillais. Je vous ai mis une photographie de l'ouvrage de la spécialiste de l'histoire de la guerre d'Algérie, Raphaël Branche, qui a sorti un ouvrage en 2022, Enquête sur un silence familial, Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?
puisque son père a fait la guerre d'Algérie, ne lui en avait jamais parlé. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est communément répandu. Simplement, ce premier fil, il a rencontré d'autres interrogations lorsque j'ai commencé des entretiens avec d'anciens militants anticolonialistes, notamment des militants du Gong, Claude Macouk par exemple, Roland Tesoros. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc Roland Tesoros, qui est décédé déjà, a été un insoumis, c'est-à-dire que lorsqu'il a reçu son courrier de la gendarmerie lui intimant de rejoindre les opérations en Algérie, eh bien, il n'y a pas été et il a été exfiltré et il a combattu dans le camp adverse, c'est-à-dire dans l'armée algérienne. J'ai aussi interrogé d'anciens militants anticolonialistes martiniquais et notamment d'anciens étudiants de l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants Martiniquais. Vous avez ici une photo d'époque qui date de 1960, c'est l'Assemblée de l'AGEP à l'époque à Paris. Alors en fait, le sujet a progressé au fur et à mesure avec, en connectant donc mes entretiens avec des sources écrites. Donc j'ai réalisé 75 entretiens. Donc ces sources orales, ces entretiens, c'était avec des Guadeloupéens et des Martiniquais qui avaient 20 ans dans les années 50-60 et en particulier pendant la guerre d'Algérie. Alors il s'agit d'anciens combattants de la guerre d'Algérie, appelés ou engagés. Alors une précision, l'appelé c'est celui qui est obligé d'aller faire la guerre, l'engagé c'est celui qui s'y rend volontairement. Voilà. Il y a eu d'autres entretiens avec des militants du Gong, de l'OJAM, de l'UTA, de l'UPG. Donc l'UTA, c'est le premier syndicat d'ouvriers agricoles, je dirais, de coloration indépendantiste. Et puis j'ai interrogé aussi d'autres mouvements indépendantistes en Guadeloupe et en Martinique. Mais tous ces mouvements, je les ai circonscrits dans la période de ma thèse, donc 54-72. Puisque c'est au début des années 70 qu'apparaissent ces premiers syndicats à coloration indépendantiste. Alors je n'ai pas voulu dresser un portrait de la jeunesse en ne donnant la parole qu'aux intellectuels, donc j'ai aussi interrogé, comme on dit, Moun Maléré. Donc j'ai donné la parole à des jeunes de milieux populaires, coupeurs de canne, coupeurs de bananes, couturières, tenancières de lolo, vendeuses sur le marché, vendeuses de sorbet de coco à l'époque. L'objectif, c'était vraiment d'essayer de faire un tableau le plus complet possible de la jeunesse antillaise. Alors à côté de ces sources orales, je me suis donc penchée aussi sur les sources écrites, c'est bien ça le travail de l'historien, et j'ai donc commencé à travailler sur les sources de Jacques Faucard. Alors Jacques Faucard, pour la petite histoire, il est né en Guadeloupe, il y a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. En fait, Jacques Faucard, ses parents, son père est un métropolitain venu faire fortune en Guadeloupe, il achète des terres à bananes. Il épouse une demoiselle de la Clémendière, une blanche créole. Il devient également maire de Gorbert. À un certain moment, il se rend compte que ses investissements ne sont pas rentables. Il décide de rentrer en métropole. Donc Jacques Faucard suit ses parents. Jacques Faucard va avoir un parcours de résistant exemplaire. Il va rencontrer le général de Gaulle. Il a également une société d'import-export où il commercialise il exporte des produits tropicaux, et notamment par exemple le rhum Clément. Et donc il tisse un réseau relationnel avec l'élite antillaise grâce à cette société d'import-export qui aussi rayonne sur l'Afrique, et c'est ainsi qu'il se crée aussi un réseau relationnel en Afrique. Et c'est pour ça que le général de Gaulle le choisit pour être son conseiller spécial présidentiel, donc pour l'outre-mer et pour l'Afrique. Il va le rester jusqu'à... il sera le conseiller présidentiel jusqu'à Jacques Chirac. Et c'est aussi un ancien des services secrets français. Et donc, ces archives sont particulièrement sensibles. Et donc, comme elles sont particulièrement sensibles, pour y avoir accès, c'est le parcours du combattant.
Il a fallu attendre 1 an pour y avoir accès. Et je me permets de vous lire ce que les archives nationales m'ont envoyé comme courrier. La présidence de la République m'ayant fait connaître son avis, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai décidé de donner une suite favorable à votre demande. Donc moi, je ne suis pas comme René Bélénius qui faisait partie de la commission Stora, donc il avait ses entrées. Moi, ce n'était pas mon cas, donc il a fallu attendre 1 an et avoir l'accord du président de la République pour avoir accès à ce fonds. Là ne s'arrêtent pas les ennuis. Parce que, je continue la lecture, voilà ce qui m'a été dit. Je vous informe qu'aucune reproduction de quelque nature que ce soit n'est autorisée et je vous demande de vous conformer à l'engagement que vous avez signé de ne publier ni de communiquer aucune information susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la défense nationale ou à la vie privée des personnes. Alors vous voyez que c'est assez stressant pour une doctorante qui a 6 ans maximum pour faire un doctorat, qu'on lui dise pas de photocopie, pas de photos, j'étais assise sur une table aux archives nationales avec une caméra sur la tête et j'étais vraiment bien surveillée. Voilà. Donc les documents qui sont dans ce fonds portent le plus souvent le tampon secret, très secret. Donc ma directrice et mon directeur de thèse m'ont conseillé d'écrire aux responsables du fonds pour savoir qu'est-ce que ça impliquait pour moi. Alors voilà ce qui m'a été répondu. Les documents que vous avez demandé à consulter ne sont pas librement communicables au regard de la législation en vigueur. La consultation dérogatoire sollicitée revêt donc un caractère exceptionnel. Vous devrez veiller à faire un usage des documents dont la consultation vous sera accordée, qui ne portent pas atteinte aux droits et aux intérêts protégés par la loi, faute de quoi votre responsabilité civile et pénale pourrait être engagée. En conséquence, lorsque vous rédigerez, et à plus forte raison publierez votre thèse de doctorat, il vous appartiendra de ne pas révéler d'informations issues des articles concernés dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État, dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée des personnes citées dans les documents. En pratique, je vous recommande de ne pas citer textuellement de trop larges extraits de ces documents et à minima de retirer les noms de particuliers qui y apparaissent. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça donne que le manuscrit de ma thèse, je n'ai pas le droit de le diffuser ainsi et je dois donc procéder à une publication qui devra enlever certaines choses qui pourraient faire que j'ai des sanctions au civil ou au pénal. Voilà. Deuxième fonds sensible sur lequel j'ai travaillé, tout le monde le connaît, c'est Pierre Boulotte, le préfet de la Guadeloupe de 1965 à 1967. Donc ce fonds se trouve à Sciences Po Paris et là également je n'avais pas le droit de prendre de photos ni de photocopies, donc ça fait des prises de notes très chronophages. Troisième fonds considérable sur lequel j'ai travaillé, il s'agit des registres matricules qui sont conservés pour les Guadeloupéens au coin du Gommier à la Jaille et pour les Martiniquais au Fort de Zay, en Martinique. Donc j'en ai dépouillé 42 331 exactement. En quoi ça consiste? Lorsque le jeune de 19 ans donc, est recensé par la mairie, il lui enjoint de se rendre au camp militaire où il va en fait subir un examen médical ainsi qu'un test scolaire pour connaître son niveau scolaire. Donc le document il est individuel, pour chaque individu on aura son niveau scolaire, souvent le métier, parce qu'à 19 ans beaucoup de jeunes de l'époque travaillaient. On saura s'il a fait la guerre d'Algérie, on saura s'il était déserteur, insoumis, et puis on saura s'il a été blessé, s'il est mort. En plus, on saura s'il a été exempté pour quelle raison médicale. Et enfin, on saura ses condamnations au civil et au pénal. Pourquoi? Parce que l'armée, voulant savoir à qui elle a affaire en cas de future guerre, chaque fois qu'il y a une condamnation au civil ou au pénal, elle l'envoie à l'armée et c'est noté sur la fiche individuelle. Donc c'est un document qui est très intéressant pour se faire un tableau des jeunes hommes de 19 ans. Voilà. Alors, le dépouillement de ces sources écrites et les entretiens m'ont amené à me poser 2 questions de recherche.
La première, tout d'abord, comment expliquer que dans un contexte propice à la décolonisation, alors je rappelle que 1954, c'est la décolonisation de l'Indochine, les années 1960, c'est la décolonisation de l'Afrique, et 62, l'Algérie. Donc, alors que tout le monde se décolonise, pourquoi les Antilles restent-elles dans un statu quo institutionnel? Deuxième question, pourquoi la période qui s'étend de la guerre d'Algérie à 1972 voit en fait émerger une sorte d'union entre la jeunesse populaire et la jeunesse lettrée estudiantine sur les questions sociales, mais pas sur les questions politiques. Donc en fait, comment expliquer que la jeunesse, ces deux franges de la jeunesse arrivent à se mobiliser sur la question sociale, mais que la jeunesse populaire reste hostile à l'idée d'indépendance? Voilà, c'est un petit peu les deux fils directeurs de la recherche. Alors, j'ai prévu de vous présenter, dans le temps qui m'a imparti, un bref survol de la thèse. Je vais vous présenter le sommaire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous aurez tout le loisir de me poser des questions après. Et puis, je vais faire un petit focus sur un des chapitres de la thèse. Voilà. Alors, la thèse, elle est en 3 parties. Alors, la première partie, j'ai voulu déconstruire une idée que j'ai retrouvée dans la plupart des documents du Fonds Focard. C'était l'idée que la jeunesse antillaise était dangereuse pour le maintien des Antilles dans le giron français. Alors, certes, la jeunesse antillaise estudiantine est anticolonialiste à l'époque parce que elle est dans la grande mouvance, et c'est pas que la jeunesse antillaise, c'est aussi des jeunes étudiants aussi parisiens qui sont anticolonialistes. Bon. Par contre, ces papiers Focard montrent une image de la jeunesse complètement uniforme, où jeunesse lettrée et jeunesse populaire pensent de manière identique. Et donc j'ai voulu déconstruire cette idée et montrer que la jeunesse populaire n'était pas révolutionnaire comme les papiers Focard le disaient, puisque ces papiers font le portrait d'une jeunesse martiniquaise dangereuse manipulée par les communistes et la description d'une jeunesse guadeloupéenne dangereuse influencée par le gong. Alors, la deuxième partie de la thèse, elle a consisté à m'interroger sur une énigme politique. Comment se fait-il que le général de Gaulle, qui dans tout le tiers-monde a l'image d'un grand décolonisateur, contrairement à ses prédécesseurs, il a accepté que l'Algérie devienne indépendante, il a décolonisé l'Afrique, et pourtant, il est hostile à l'indépendance des DOM, et il est pour le statu quo institutionnel pour les départements d'outre-mer. Alors, pour pouvoir répondre à cette énigme, et en tout cas essayer de la comprendre, j'ai choisi 2 orientations. Alors bien sûr, il y a l'historien Jacques Marseille qui a dit qu'il n'y a aucun intérêt économique à coloniser. Alors moi, j'ai voulu faire un pas de côté par rapport à cette analyse en montrant qu'il y avait des intérêts géostratégiques. Je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus. Mais par contre, je vais juste détailler un autre intérêt qui est moins connu. C'est le fait que pour le général de Gaulle, contrairement aux Algériens ou aux Africains, nous sommes français, nous cochons toutes les cases, tous les critères pour être français. Et je me permets de vous lire quelques phrases sorties de ces archives. Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont les Arabes, les Français sont des Français. Par contre, voilà ce qu'il disait des Antillais. Et en particulier, voilà ce qu'il a dit en visite à la Martinique le 22 mars 1964, à Fort-de-France. Mon Dieu, comme vous êtes Français. Donc en fait, pour le général de Gaulle, être français, ce n'est pas un attribut biologique, c'est un attribut culturel et qui comporte 2 critères.
il faut une acculturation sur la longue durée. Donc pour lui, on est français depuis le XVIIe siècle et donc on coche les cases de la longue durée. Et puis, un autre critère très important pour lui, c'est que nous sommes catholiques, parce que pour De Gaulle, un Français est catholique. Voilà. Donc, par rapport à cet impératif, nous sommes Français, nous devons le rester. Donc, dans le deuxième chapitre, je décris, en me fondant sur les sources du fonds Focard et aussi les sources du fonds Debré, les contours d'une nouvelle politique ultramarine censée discipliner la jeunesse. Et cette politique, sans rentrer dans les détails, elle repose sur pas seulement la coercition, mais aussi le consentement et des politiques publiques qui sont censées orienter la jeunesse et la discipliner. Alors, la troisième partie, c'est certainement celle qui m'a le plus émue. Parce qu'à travers les témoignages, comme on dit, j'ai vraiment donné la parole à Mounki Maléré, aux petits. Et j'y ai appris que finalement, cette jeunesse populaire avait souffert dans la dignité. J'y ai appris des trésors de résilience. Et j'ai vraiment eu l'impression de décrire l'histoire de mes grands-parents et en particulier de mes grands-mères à qui j'ai dédicacé cette thèse. Ma grand-mère maternelle, descendante d'esclaves et qui était marchande sur le marché. Et la grand-mère de mon époux que je considérais aussi comme ma grand-mère, descendante d'engagés indiens et ouvrière agricole. Alors, dans cette partie, je mets l'accent sur les fractures au sein de la jeunesse antillaise. Fracture tout d'abord par rapport à l'école, entre ceux qui ont accès à l'école, qui font partie de la petite bourgeoisie antillaise, mais aussi certains ont accès à l'école en venant de familles pauvres, tout simplement parce qu'on fait un tri dans des familles nombreuses, on en envoie quelques-uns et les autres sont sacrifiés parce que les familles n'ont pas les moyens. Et donc, je montre ces fractures entre ceux qui ont accès à l'école. Bon, il faut dire aussi que l'école est loin à l'époque, c'est des kilomètres pour y arriver. Et puis, donc, cette jeunesse populaire qui n'a pas accès à l'école, ben, elle est condamnée à travailler pour beaucoup dans les champs de canne et les champs de bananes. Et puis, je parle aussi des fractures sociales entre ceux qui ont eu accès à l'école et deviennent fonctionnaires avec des salaires confortables, les enfants de Bonland créole et de Béquet qui constituent là carrément une sorte d'aristocratie avec leurs précepteurs particuliers, et puis ceux qui subissent une domination particulièrement forte dans le cadre de l'économie de plantation avec des salaires et des journées de travail en diminution à cause de la crise de l'économie sucrière qui se solde par la fermeture des usines et la mécanisation qui va aussi réduire les journées de travail. J'évoque aussi, c'est un aspect qui m'a beaucoup touchée, la domination des femmes, particulièrement victimes du harcèlement sexuel du géreur de l'habitation ou de l'usine, ou du géreur de l'usine, et victimes de jeunes hommes avec qui elles ont des enfants, mais qui n'assument pas leur rôle de père, ni financièrement, ni du point de vue éducatif. Et enfin, j'évoque les fractures raciales entre Antillais descendants d'esclaves, mais aussi entre Antillais descendants d'esclaves et Antillais descendants d'engagés indiens. De mémoire, j'ai le souvenir d'un témoin, une femme. Je reprends texto ce qu'elle m'a raconté. Elle me disait, tu sais, ma mère, c'était une négresse noire, mais elle n'a jamais pu s'asseoir dans le salon de ses beaux-parents, mulâtres, parce qu'ils ne l'acceptaient pas à cause de sa couleur de peau. Ou encore un autre témoignage, celui d'un témoin antillais d'origine indienne qui me racontait qu'alors qu'il était doué, le maître avait refusé de l'envoyer au certificat d'études en arguant que les Indiens n'étaient pas venus en Guadeloupe pour aller à l'école, mais pour couper la canne. Alors face à toutes ces fractures, je me suis demandé, est-ce que finalement la guerre d'Algérie avait pu unir cette jeunesse, a priori bien éclatée? Et en fait, je découvre, notamment avec les entretiens, mais également avec les sources écrites,
que la réponse est non, parce que finalement la guerre d'Algérie a accru un fossé entre une jeunesse estudiantine de plus en plus anticolonialiste et une jeunesse populaire qui, à l'intérieur des régiments en Algérie, rencontre de la camaraderie, de la solidarité, et qui se sent intégrée de plus en plus à la communauté nationale. Donc au sortir de la guerre, on va avoir une jeunesse estudiantine qui refuse son intégration à la République, et on va avoir une jeunesse populaire qui se sent de plus en plus française. Alors, le dernier chapitre, la dernière partie plutôt, c'est un peu l'aboutissement de tout. C'est en fait la partie la plus sociologique, je dirais, puisque en fait, je me rends compte qu'au début des années 70, et ça ce sont les entretiens qui l'ont montré, eh bien finalement, il y a quelque chose qui va unir cette jeunesse éclatée. Alors, ce n'est pas quelque chose de politique au sens historique, mais peut-être politique au sens des sciences politiques. Ce sont des mobilisations sociales. En fait, les jeunes étudiants vont avoir une analyse réflexive et se rendre compte que s'ils veulent toucher la jeunesse populaire, ce n'est pas en les mobilisant sur la question politique, l'indépendance, mais c'est sur la question sociale. Et donc on va avoir, au début des années 70, des mobilisations unitaires sur la question sociale, parce que les jeunes des milieux populaires, vivant dans la misère et la pauvreté, se mobilisent pour des choses concrètes. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans les entretiens. Alors maintenant, je vais passer à un petit approfondissement sur un chapitre de la thèse intitulé « La jeunesse antillaise en guerre d'Algérie, la génération introuvable ». Introuvable d'un point de vue démographique, c'est ce que ce graphique montre. Donc vous avez dans la couleur claire les Antillais en Algérie et en foncé les Antillais recensés. Et vous voyez bien que finalement c'est une minorité de la jeunesse qui part en Algérie, et ce n'est qu'à partir des années 60-61 qu'on va avoir un afflux important d'Antillais qui partiront en Algérie. Alors, comment expliquer ce hiatus entre une jeunesse antillaise qui peut mobiliser pour aller en Algérie et une jeunesse hexagonale qui, elle, dès 1956, c'est le gouvernement de Guy Mollet qui en décide ainsi, tous les jeunes doivent partir en Algérie. Alors qu'on voit que ce n'est pas le cas pour les Antillais. Alors, il y a des raisons à ça, je ne vais pas toutes les détailler, mais quelques-unes. Et notamment à partir d'un extrait du Focard, une note du chef d'état-major particulier en date du 9 mars 1962 adressée au général de Gaulle. Le niveau général, c'est-à-dire le degré d'intelligence générale relativement indépendant du niveau scolaire, est également inférieur à celui des recrues du département métropolitain le plus défavorisé. Alors, en clair, on ne recrute pas les soldats antillais parce qu'on considère, en tout cas l'armée considère, qu'ils ont un niveau d'intelligence bas. Voilà, et que donc ça ne sert pas de les recruter. Deuxième élément de compréhension, les soldats antillais sont considérés comme des révolutionnaires. En fait, l'armée estime qu'ils pourraient, en acquérant une expérience de guerre, de retour aux Antilles, retourner cette expérience contre le gouvernement français et arracher l'indépendance. Voilà ce que dit le préfet de la Martinique, Jean Parcy, le 12 mars 1960. C'est un rapport sur l'émeute de décembre 1959 à la Martinique, adressé à Jacques Focard. Je rappelle qu'en décembre 1959, en Martinique, il y a une émeute de la jeunesse suite à un acte raciste que je ne vais pas développer ici. Certes, la participation active maintenant établie d'un certain nombre de militaires antillais aux incidents du 29 décembre ne doit pas faire mettre en doute le loyalisme de l'ensemble des militaires autochtones de la Martinique. Mais le sentiment d'incertitude éprouvé à cet égard par tous les responsables du maintien de l'ordre a été confirmé par les déclarations des officiers européens
qui ont constaté une vive effervescence parmi leurs hommes et éprouvé parfois quelques difficultés à maintenir une stricte discipline. Dans ces conditions, il semble que doit être rapidement et attentivement examinée la possibilité d'envoyer chaque année en France le contingent martiniquais et de le remplacer par des éléments du contingent métropolitain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement que, comme ces soldats antillais sont considérés comme des révolutionnaires, on ne les enverra pas en Algérie accueillir une expérience de guerre, mais on les enverra en France hexagonale. Alors, il faut sous-peser cette affirmation. Est-ce que les soldats antillais sont des révolutionnaires? Alors, on a un exemple assez célèbre du Martiniquais Guy Cabor-Masson, qui est un jeune Martiniquais brillant, qui a réussi Saint-Cyr, qui est donc sous-officier. Il part en Algérie et là il va déserter. Pourquoi? Parce qu'il assiste à des actes de torture commis par l'armée française. Alors vous voyez ce qu'il en coûte de déserter. Donc voilà son dossier aux archives militaires. Il est condamné à 20 ans de détention criminelle, à dégradation pour désertion à l'étranger en temps de paix. Alors c'est impressionnant de voir ça en temps de paix, peut-être tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre d'Algérie est considérée comme des opérations de maintien de l'ordre. Il faudra attendre 1999 pour que le président de la République décide d'appeler cette guerre vraiment une guerre et que les anciens combattants puissent avoir une seule. Alors par contre, voici un cas emblématique, mais qu'il ne faut pas généraliser. Et voilà quelques chiffres qui nous permettent de nuancer la chose, notamment chez les Martiniquais. Ce que l'on remarque, c'est que beaucoup de Martiniquais vont s'engager dans la guerre. Alors si on prend les chiffres, vous voyez, 222 Guadeloupéens se sont engagés, 1220 Martiniquais se sont engagés. Alors pourquoi un tel contraste? Est-ce que les Martiniquais aiment la guerre? Non. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, on a une crise sucrière dramatique. Toutes les usines ferment en Martinique, parce que la crise est plus précoce en Martinique, et vous avez une jeunesse désespérée qui se retrouve sans travail, et ils n'ont pas beaucoup de choix. Donc, ils émigrent vers la ville. En ville, ils ne trouvent pas de travail. Donc, certains s'engagent parce qu'ils se disent ainsi, on va avoir une solde et on va pouvoir aider la famille. D'autres vont partir par le biais du bimidum en pensant trouver un travail. Et voilà comment la Guadeloupe et la Martinique se sont un peu vidées de leur jeunesse. Voilà. Ce que l'on peut dire par contre, si on doit comparer les Guadeloupéens et les Martiniquais, c'est que les Guadeloupéens sont plus réfractaires à la guerre. Alors, les actes de refus, il y en a trois types. Soit on est insoumis, donc comme j'avais expliqué, insoumis, on ne rejoint pas le théâtre des opérations. Déserteur, on a déjà rejoint, mais on fuit une fois qu'on est arrivé. Et les refus d'obéissance, ça peut être refuser de se battre, ou ça peut être insulter un supérieur hiérarchique, par exemple. Alors, pour les Guadeloupéens, on a 42 actes de refus, et pour les Martiniquais, on en a 17, sur toute la période de la guerre. Alors, les actes de refus chez les Guadeloupéens se généralisent dans toutes les couches sociales, que ce soit l'agriculteur, le manœuvre ou l'étudiant. Alors qu'en Martinique, les actes de refus sont plus concentrés chez les étudiants. Donc ce qu'on peut dire, c'est que chez les Guadeloupéens, il y a une tendance à refuser les injonctions venant de l'État central. Alors, je vais insister que sur deux aspects qui me paraissent quand même assez importants sur cette guerre d'Algérie. C'est de montrer que cette guerre, c'est un référent identitaire pour les étudiants des Antilles, mais pas que, ceux de l'Hexagone aussi, qui deviennent de plus en plus anticolonialistes. Et ça, je vais l'illustrer à travers le film de Camille Mauduèche, L'affaire de l'Ojam, la Martinique aux Martiniquais. À Paris, avec les autres étudiants coloniaux, que ce soit les étudiants africains, que ce soit les étudiants malgaches, que ce soit les étudiants nord-africains,
est aussi une découverte pour nous. Dans notre île de Guadeloupe, on n'a une seule vision, une seule image en tête, c'est ce qu'on a lu dans les livres, et c'est la France. Le problème de l'Algérie a violemment opposé les étudiants. Différentes réunions qui se sont déroulées dans quelques grandes villes de France ont débordé leur caractère de simple manifestation. À Lyon et surtout à Paris, des contre-manifestants obligèrent la police à intervenir. Au quartier latin, 3000 gendarmes et gardiens de la paix se sont heurtés à 15 000 étudiants de toutes tendances. C'est une période où il y a une intense, disons, agitation intellectuelle. Et la France a été particulièrement marquée par la guerre d'Algérie qui a commencé en 1956. L'ensemble du contingent français a été engagé en Algérie. Il ne faut pas oublier que la guerre d'Algérie a été portée en France. Il y a eu des attentats à Paris, on était dans une période de guerre civile pratiquement. Donc, bon, ça forme en quelque sorte, on est obligé de prendre position. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit à la GEM en 1959. Et très rapidement, j'étais un des dirigeants, président de la section de Paris et ensuite président de la GEM. Cette période, elle est marquée par la guerre d'Algérie, qui nous prend dans les tripes. On est toujours sur nos gardes parce que, comme antillais, on peut passer pour des Algériens. Donc, ça nous met en porte-à-faux. C'est la première fois qu'on est questionné sur notre identité physique. On n'est pas pris pour des Africains. On ne passe pas pour des Africains. On passe pour des Algériens. Et ça manque, c'est une manque profonde. Et c'est un événement qui est actuel, qui nous conditionne. De même que l'autre événement actuel, c'est la révolution cubaine. Alors là, c'est le romantisme, c'est la fièvre totale. Et d'autant plus que la jeunesse française y adhère aussi. Il y a une castromania incroyable à l'époque. On est dans le mythe de l'unité du monde anticolonialiste, et ça c'est le mythe fanonien. Pour moi, c'est le porte-drapeau de l'époque. Il y avait des contrôles constants. Donc on voyait débarquer dans le métro des policiers en armes qui vous posaient le pistolet mitrailleur sous le nombril et qui contrôlaient, mais visiblement on me prenait pour un Algérien ou un Marocain, et même les Algériens me prenaient pour un Algérien. Et souvent, je me faisais aborder un Algérien qui me parlait en arabe et qui se vexait quand je lui disais je ne parle pas l'arabe, je parle le français, je suis martiniquais. Je crois que la conscience nationale, nous avons commencé à l'acquérir. Nous commencions à l'acquérir le premier jour de notre contact avec la France. Moi, j'ai commencé à me sentir martiniquais en 50. Quand je suis arrivé à Paris, moi j'étais un petit Français. Et bon, rien que ça, c'était un Français. Je me suis mis à fréquenter des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Africains, des Vietnamiens, des Cambodgiens. Bon. Et puis, nous avons commencé à comprendre ce que c'était le colonialisme, à nous considérer aussi comme une colonie. Il y a un chaudron qui bout, d'effervescence, qui est alimenté de toutes parts, les événements d'Algérie, il y a Patrice Lumumba, c'est quand même une émotion, on est dans l'émotion totale sur Patrice Lumumba. Et en fait, moi je crois qu'on était dans l'attente d'un appel de la Martinique, parce qu'en même temps, c'est là qu'est le territoire. Et donc, il manquait, on était comme ça, en train de butiner sur des aires extérieures, et on attendait cet appel. Alors le deuxième aspect de la guerre d'Algérie que je voulais également souligner pour terminer, du rapport entre les Antillais et la guerre d'Algérie, c'est aussi la question des post-traumatismes, puisque la guerre d'Algérie, par la violence qui a été engendrée sur le terrain des opérations, a traumatisé nombre de soldats, à la fois antillais et de l'Hexagone. Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai pu interviewer un certain nombre d'anciens combattants et on a tourné avec l'aide de Canopé ce film dont vous allez avoir un extrait. La guerre de l'Algérie était vrai, donc on peut l'arriver. On a déposé bagages à matin là, on entend quand les mitraillettes, comme le ciel là bouge. On a commencé
On protégeait sa vie, on commençait à trembler. Après ça, nous rencontrons des anciens Antillais. Et plus des Martiniquais. Ils disent, nous, là, on va voir, par exemple, pourquoi arriver. Parce qu'il n'y a pas de porte fenêtre que nous. Hein. C'est un rideau, on prend, on va rentrer, on va sortir. Ils ne pas jamais mettre dehors, en côté, parce qu'il n'y a que pitié. Bon. Après ça, il y a dit comme ça, ouais, je mène à ça. Ouais, tous les oliviers, là, on va on y comme ça, c'est. Parce que des fois, il y a aussi, là, il y a quoi attendre, quand il a son grenade ou pas dans ça encore. Mais, heureusement, c'est bon, toujours à côté les anciens, moi. Toujours comme ça, et depuis un petit timon ici, à toujours à côté les avis des anciens. Ça a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même mon grand-père, qui fait là avec De Gaulle, il était dit, mais vous, Glassa, il dit, mais vous, si vous jouez De Gaulle, vous pouvez essayer là, il dit, c'est M. Al-Kabila. Moi, je venais en Algérie et j'ai dit, je suis le petit-fils de M. Al-Kabila. Et si il n'y a pas son bité sur l'Algérie, on est Google derrière De Gaulle, c'est moi. Juste derrière, c'est moi. Mais en cas de ça, franchement, si c'est à recommencer, mais pas avec toutes sortes de violences, j'aime pas la violence. On ça le pourquoi. À costaud, aussi, c'est là, mais j'aime pas la violence. La violence, vraiment. En Martinique, sauvez-moi la vie. Il y a un Dieu pourquoi. Là, Dieu, c'est couleur pour moi qui sauve moi. Mais tous ces Algériens là, pas pour moi. Hein. Il faut me comprendre quand on sorti à payer moi pour me tuer, il n'y a pas pour moi. Il dit moi pour les Français. On dit, monsieur, pour les Français. Non, il dit, mais c'est pas pareil. Nous, nous avons défendre le pays en nous. Tandis que vous sortez loin, vous avez venir pour. Et si Martinique est là, qui était porteur, chargeur, c'est-à-dire que, en limite, là, tout, et c'est lui qui a porté, pour mettre dans mitraillette là, les munitions. Mais il dit, moi, Cassius, il était calculé, moi, Cassius, quand dans un petit mani boxer, et prenez au moins ses clés. Alors, il était dit, moi, on va méfier de monsieur. On dit, pourquoi? Il dit, mais il a veillé, en qui garde dans Babita, il a un poignard. L'air nous fortifiés tout comme ça, il prend un poignard là, la Martinique est là, qui. Parce que Martinique est là, il était porter chargement, mais il était une fusillade aussi. Il a osé Bougla. Bougla qui fouet sans dos au moins là, on pas de rien. Rien pas de sauver, moi. Rien pas de sauver, moi. Alors, ce que j'ai vu, les atrocités que j'ai vues vis-à-vis des Algériens, ça ne m'a pas fait plaisir et on m'a dit, tu es français. Si tu rentres dans leur truc à eux, voilà, alors j'étais obligé de me taire. Mais ça ne me plaisait pas du tout. Parce qu'ils prennent fil à courant, ils mettent en verge à eux, puis ils peuvent raconter enfin, où se trouvent les ennemis, où se trouvent. Enfin bref. J'ai vu des Algériens couper le sexe et le mettre dans la bouche. Des Français. Hein. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est ma couleur de peau. On me disait toujours, tu es notre frère, toi. Bien, ben voilà, j'ai essayé de tenir le temps, voilà. Je vous ai dit.